je voudrais juste dire deux mots en introduction du travail d'Almudena que peut-être tout le monde ne connaît pas, et je ne sais pas si tout le monde a vu déjà son exposition à la Chapelle des Cordeliers. J'essaie de le résumer parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Elle propose en fait un renversement du regard. C'est pour moi vraiment le point essentiel. Elle propose qu'on abandonne une perspective anthropocentrique, que l'homme, les humains, soient au centre, et qu'on donne, on se pose du côté du vivant non humain, dans son cas précis, le végétal, mais ça pourrait être évidemment le cas pour les autres animaux, les animaux non humains. Ça, c'est très important. Je voudrais demander, pour commencer à Almudena, de nous résumer de façon un peu succincte pour pouvoir animer la discussion avec les autres, comment a démarré ce projet précisément, le musée des plantes, de l'art des plantes. Voilà. Si tu peux nous raconter ça pour commencer. Bien sûr, merci. Alors, j'ai commencé à penser ce projet déjà en 2020. Mon projet antérieur de Pigment Change, le changement de pigments, utilise la matière végétale et aussi la photosynthèse pour produire des œuvres. Dans le dernier chapitre de Pigment Change, j'utilisais en fait la photopériodicité, que c'est le changement de vert à rouge qui font les plantes selon la saison. Vert en été, rouge en automne, à l'automne, merci. Donc, c'est un procès beaucoup plus long, c'est un procès de 6-8 semaines dans lequel je faisais cette performance de changement de pigments avec la plante. Et du coup, comme c'est un procès prolongé, à un moment donné, je me suis posé la question de mais qui est en train de produire l'art? La plante, moi, nous deux ensemble. En même temps, 2020, c'était la mort de Jean Baldessari, qui, en 1970, a brûlé toute sa production artistique, comme beaucoup d'artistes, comme Francis Bacon et plusieurs qui ont cette crise existentielle de mais qu'est-ce que c'est l'art? Et ils ont brûlé tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à une certaine période. Sauf que Jean Baldessari, il n'a pas seulement brûlé tout ce qu'il avait fait, il a aussi donné ses élèves à CalArts, que c'est l'Université d'art de Californie, un devoir, comme des devoirs pour faire à la maison, ça s'appelle The Assignments. Et comme c'était la mort de Baldessari, on avait presque à peine célébré parce qu'il y a eu aussi le Covid. Je lisais des assignments, ça m'intéressait. Et les assignments, c'est tout un questionnement de qu'est-ce que c'est produire de l'art, qu'est-ce que c'est l'art de toute façon, c'est toute une réflexion sur la production artistique. Et je lisais ça, et ça m'interrogeait encore plus sur ma relation avec la plante, qui produit la plante. En même temps, pendant le confinement, j'ai eu le plaisir de lire le philosophe Michael Marder et découvrir les livres de La pensée végétale. Oui, et les livres de Monica Galiano, Douce Spoke the Plant, que je ne sais pas comment on traduit en français. Et ça a dit la plante, une chose comme ça, que ça parle de la communication de plantes. Et dans toute cette nouvelle perspective dans laquelle les plantes jouent, les plantes se communiquent, les plantes sont des choses pour le plaisir, je me suis demandé comment amener cette vision non anthropocentrique sur l'art. Mettre la plante au centre. Et à ce moment-là, puisque le principe de la résidence, c'est quand même d'aller chercher des collaborations avec des scientifiques avec lesquels les échanges peuvent être justement fructueux et pertinents, tu t'es retrouvé mise en lien avec Nicolas, que je vais inviter à prendre son micro, Nicolas Langlade, qui lui est directeur de recherche à l'INRAE, et travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'IPME. Tu vas nous dire peut-être mieux que moi. Vous travaillez sur les interactions entre les plantes, les micro-organismes, et en ceci, le lien avec ce qu'avait envie de faire Almudena s'est révélé juste. Tu peux nous dire comment s'est fait aussi cette rencontre avec le projet d'Almudena? Alors, oui.
La rencontre, alors il y a deux questions. La rencontre d'un point de vue pratique, ça s'est fait de Tu te façon rapproches un peu peut-être. par hasard et par curiosité, je pense, et ouverture d'esprit, où on était sollicité pour accueillir un artiste, mais on ne sait pas du tout à ce moment-là comment ça va se passer, qui est la personne, quel est le projet. Et donc voilà, donc c'était d'abord cette première rencontre à partir de curiosité. Et après, le laboratoire dans lequel je travaille, c'est un laboratoire donc entre INRAE et le CNRS. Et on travaille sur la plante dans son environnement. Donc on essaye de comprendre comment la plante perçoit son environnement et comment elle va y répondre. Et ça à différentes échelles de temps. À l'échelle physiologique d'une plante, c'est-à-dire à l'échelle des heures, des journées de sa vie, et à l'échelle évolutive des espèces, comment elles s'adaptent à leur environnement, etc. Et donc voilà, donc à partir de là, on a plusieurs modèles de plantes, donc des petites plantes modèles, et des plantes plus connues du grand public comme la tomate, le tournesol, le blé, le soja. Et donc toutes les équipes du laboratoire vont avoir des questions sur comment les plantes perçoivent les environnements, alors la température, la sécheresse, mais aussi les microbes, les autres plantes, etc. Donc comment elles sont ouvertes et elles vont produire des réponses dans un temps court, mais en fonction d'une histoire évolutive et même en fonction de l'histoire de leurs parents, puisqu'il y a des phénomènes de mémoire qui sont travaillés aussi sur les plantes. Donc nous, on a une vision très de physiologie végétale, je dirais, centrée sur la plante comme un individu et avec des approches où on la considère comme une machine, c'est-à-dire va y avoir des causalités entre les événements et qu'on va pouvoir décrire d'un point de vue moléculaire qu'est-ce qui se passe, à quel moment, quelle est la réponse, etc. Mais il se trouve en fait que cet intérêt pour la physiologie de la plante et surtout ses interactions avec les pollinisateurs sont précisément au centre de l'intérêt d'Almudena. Parce que ce que vous allez découvrir, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est que les œuvres, les photographies réalisées par Almudena pose la question non seulement de qui fait l'art et vers quoi il est dirigé, mais impose vraiment de regarder ses œuvres d'un point de vue de l'insecte. Et c'est en ça que ce que tu as découvert, Almudena, du travail des scientifiques, de la physiologie des fleurs, voire de la structure physique des certaines parties des fleurs, a été un déclencheur pour le projet artistique. Tu peux... Oui, mais dans le laboratoire aussi, un an avant que j'arrive, Olivier Catrice, qui travaille pour le laboratoire, avait fait une conférence aussi de les dispositifs visuels qui font les fleurs, surtout parce que les tournesols sont assez actifs dans les différents marquages UV pour Oui, attirer on les avait oublié de pollinisateurs. préciser que c'est professeur Tournesol, Nicolas. Il a un amour et une connaissance parfaite de cette fleur. Et après, eux aussi, ils ont eu la gentillesse de me présenter aux gens qui étudient le cerveau des abeilles. Alors, dans les milieux artistiques, on dit qu'un œuvre, elle n'est pas tout à fait finie jusqu'à qu'elle est partagée, parce que la moitié de l'œuvre, elle se passe toujours dans la tête de l'audience. Selon comme nous, on perçoit l'œuvre, on aura cette compréhension. C'est un processus toujours un peu bidirectionnel ou partagé. Et du coup, je me suis intéressée pas seulement s'il y avait l'art, s'il y avait l'audience, parce que pour cette idée de partage, de comment c'est perçu. Et en fait, grâce à Nicolas, j'ai rencontré Martin Geoffroy et Mathieu Lheureux, qui a écrit une conversation Oui, pour le livre. spécialiste des capacités cognitives des abeilles, notamment. Oui, exactement. Il a publié un livre qui s'appelle À quoi pensent les abeilles. Et j'ai pu parler avec lui de la mémoire, de la perception. Je trouve que le cerveau des personnes et le cerveau des abeilles, c'est très pareil dans les structures, même si la taille elle est très différente. Et ils ont étudié plusieurs aspects de la perception chez les abeilles. Et du coup, c'était tellement évident pour moi qu'il y avait l'audience pour pouvoir profiter de cet art-là que c'était encore plus évident qu'il y avait cet art-là, sauf que nous, on n'est pas le public audience, on n'est pas la cible.
Bientôt, il y aura des visites guidées pour les abeilles à la chapelle des Cordeliers, je vous préviens. J'ai eu une petite discussion avec, bien sûr, avec les deux, mais avec Nicolas, qui ne nous dit pas ici qu'il a une affinité particulière pour l'art, parce que tous les chercheurs qu'on a croisés pendant ce programme se positionnaient de façon différente à l'égard des artistes. Il se trouve que Nicolas m'a confié qu'il a une pratique de sculpteur et que quand je lui ai posé la question de la vision d'Almudena, la vision artistique d'Almudena, lui était proche. Il m'a parlé d'art brut. Et avant de te poser cette question-là, je voudrais que Michel nous dise, parce que dans l'art brut, il y a la question de jusqu'au moment où le spectateur s'empare d'un produit artistique, ça rejoint ce que tu disais, cette œuvre n'est pas spécialement une œuvre artistique. C'est le spectateur qui va créer ce lien. Je voudrais que tu nous dises peut-être ce que tu penses de cette relation étroite entre le spectateur et l'œuvre, qui fait partie de Eh bien, dans réflexion. Dans le cadre du travail d'Almudena, quand on s'est rencontrés dans la résidence et que j'ai découvert le projet, la réflexion, que j'ai trouvé vraiment tellement intuitive et construite en même temps, ce déplacement, cette désanthropisation, ça m'a fait aussi beaucoup bouger dans la relation à l'œuvre, parce que je me disais, mais en fait, quelle va être la place, quel va être le geste de l'artiste, quel va être le résultat? On peut imaginer des choses, mais finalement, donner à ressentir au spectateur quelque chose qui n'est pas, je dirais, une production artistique qui se voudrait être la forme de ma subjectivité, la projection de mon imaginaire, mais de laisser une place à un phénomène naturel, en l'occurrence des plantes, à arriver. Est-ce que, voilà, brut ou pas, voilà, dans quelle situation on nous met? Et quand tu m'as demandé de faire quelques lignes, de faire un petit texte, ça m'a... Du coup, je commence toujours par faire des recherches dans des domaines que je ne connais pas, et j'ai découvert ce fait anthropologique qui est très bien identifié, qui est la cécité des plantes. Je ne connaissais pas ce que les anthropologues appellent la cécité des plantes, qui est effectivement que nous, humains, nous ne considérons pas les plantes comme des êtres à considérer. C'est-à-dire qu'on voilà, on marche, mais on ne dit pas on est au milieu des vivants. Hein. Ce qu'on commence à faire avec les arbres. Un jour, peut-être, les pâquerettes seront sujets de droit. Bon, mais pourquoi pas, hein, on n'en est peut-être pas si loin que ça. Mais donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir à la relation que j'allais avoir avec ton travail, et je me suis permis de dire dans ce petit texte que ton travail est tellement éloigné de ce que nous connaissons de travaux photographiques sur les plantes, notamment Karl Blossfeld qui va herboriser, qui va décortiquer, qui va faire une photographie extrêmement normative, pour le coup très scientifique pour les étudiants, sont des modèles. Alors toi, c'est l'anti-Karl Blossfeld, parce que tu travailles à faire advenir vers le spectateur une opération qui n'est pas une opération artistique, mais qui mime ou qui essaye de retrouver une opération qui est celle produite par le vivant. Et je ne sais pas si c'est brut, mais en tout cas c'est très élaboré, et ça met le spectateur dans une relation qui est effectivement pas du tout celle d'une sorte d'émerveillement immédiat, mais d'essayer de comprendre ce qu'il ressent. Et quand on rentre dans la pièce au Cordeliers, c'est vraiment la première sensation qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on ressent. Oui, en fait, je vais te laisser rentrer dans cet aspect spécifique de l'intention, cet art qui ne nous est pas spécialement destiné à nous, les vivants humains, présuppose qu'il y ait une intention artistique chez les plantes, ce qui est suffisamment iconoclaste pour qu'on se demande dans le végétal qu'est-ce que ça signifie que de leur prêter éventuellement une intention artistique. Est-ce que je pense que quand nous parlons de nous-mêmes ou personne, on a une vision très généreuse par rapport à notre production artistique. Est-ce qu'il y a toujours de l'intention dans notre production artistique? Moi, je pense que ça, c'est doutable. Il y a beaucoup d'artistes d'œuvres qu'on célèbre beaucoup. Et je prends toujours le même exemple, mais c'est très facile à partager ces exemples. Mark Rothko, Yayoi Kusama, qui ont produit et qui produisent des installations ou des tableaux abstracts. Est-ce que là, il y a une intentionnalité ou est-ce que c'est
pur et dur de l'expression viscérale de vouloir s'exprimer, de vouloir s'expresser. Moi, je pense vraiment que, par exemple, l'art de Mark Rothko, c'est ni intellectuel ni intelligible, il n'y a rien à comprendre. C'est des tableaux abstraits, plutôt rouges. Soit ça te parle, soit ça ne te parle pas. C'est une question d'attirance, d'intérêt, d'engager avec l'œuvre. Mais l'intentionnalité telle que, est-ce qu'il a conceptualisé quelque chose, ou les œuvres de Yayoi Kusama, est-ce qu'elle... moi, qui ont aussi, surtout Yayoi Kusama, un état de la conscience très altéré, est-ce que je pense que parler d'intentionnalité dans l'art, il n'y a pas toujours, il n'y a pas besoin non plus. On pourrait aussi se dire que parfois c'est une nécessité d'auto-expression. Et est-ce que les plantes n'auront pas cette nécessité d'auto-expression? Nous, on nie toujours ces mêmes capacités dans les autres espèces, et surtout dans les plantes, jusqu'à que la science, elle vient et elle prouve le contraire. On pensait que les plantes ne se communiquent pas, la science, elle vient, elle prouve le contraire. Et du coup, dans le Museum of Plant Art, je propose la perspective opposée. On va assumer que les plantes, elles ont ces capacités que, par le moment, nous nous attribuons à nous-mêmes exclusivement. Et si la science, après, elle vient, elle prouve le contraire, on verra bien. Mais jusqu'à ce point-là, assumer une perspective plus humble dans laquelle on va assumer que les autres ils ont ces mêmes capacités d'auto-expression et qui peut-être qu'ils n'ont pas besoin non plus de l'intentionnalité pour produire l'art de la même façon que nous, on n'en a pas besoin. En fait, voilà, comme je le disais au début, dans tout ce processus, l'important, finalement, le point de départ, c'est d'admettre qu'il y ait d'autres points de vue. C'est d'admettre que des ouvertures et une attention autre aux expériences qui ne nous sont pas propres et familières soient possibles. C'est surtout une idée de l'ouverture. Il y a eu beaucoup de choses qui sont dites là par Almudena. Je voudrais d'abord que Nicolas nous dise son point de vue, parce que dans les sciences du végétal, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de découvertes extraordinaires d'un point de vue de leur capacité. On utilise même le mot d'intelligence, même s'il est très discuté. Et quand j'ai demandé à Nicolas un peu en amont ce qu'il pensait de cette vision effectivement assez iconoclaste d'Almudena, qui consiste à leur prêter des façons propres d'agir, comment toi, qui es un scientifique de ce domaine, tu vois cette perspective? Alors, je pense que c'est cette vision que la plante a, afin qu'on ne soit pas trop anthropocentré et donc on se repositionne par rapport à la plante, son environnement, etc. Ça, c'est vraiment la base de notre travail. On positionne notre travail et notre réflexion dans ce cadre-là. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Quand Almudena, elle me dit, bon, mais la plante va faire quelque chose, on sait pas, nous, les humains, on est juste spectateurs de choses qui se passent extérieures. Donc c'est tout à fait la posture a priori. Après, c'est toute la notion d'intention. Alors nous, pour décrire des processus complexes en biologie, en fait, on est démunis de mots. On n'a pas les mots et on a à peine des outils mathématiques pour décrire ça. Donc en fait, évidemment, spontanément, on fait toujours référence à la complexité qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire celle des sociétés humaines et des processus humains. Donc on va spontanément très anthropomorphiser les plantes, leur donner et même utiliser des mots d'économie, d'altruisme, d'empathie, de compétition, etc. sur les processus végétaux. Et de ce fait, on crée une zone grise, même pour nous, je pense en tant qu'individu, en tant que chercheur, sur est-ce que la plante a des propriétés humaines, est-ce que on peut lui prêter des intentions, est-ce qu'elle a une culture, parce que finalement, en utilisant ces mots humains, ils ont tout leur bagage justement de culture, d'intelligence, de mémoire et tout. Et donc ça, c'est un danger dont on est conscient, mais voilà. Et donc on c'est toujours de ramener et de présenter les travaux scientifiques rigoureux, réductionnistes, avec cette vision de machine des plantes. Mais dans la pratique courante,
on a toujours cette tendance et cette intention de rapprocher les humains et les plantes. Donc on était très familier avec cette approche-là. Donc pour nous, c'était, voilà, on se défait de cette rigueur et on y va et on fait les a priori, etc. Et après, quand on regarde finalement, la plausibilité de ça, finalement, on se dit qu'il y a plein d'éléments qui sont compatibles, en tout cas. Le fait, par exemple, que les pollinisateurs ne fonctionnent pas que pour se nourrir et aller récupérer des sucres. Ils ont des processus de jeu, donc on peut peut-être avoir des processus de récompense, de plaisir, etc. sur des choses. Et donc ça, tu l'as bien discuté avec Mathieu Lioro. Donc voilà, et que les plantes ont une histoire, l'histoire de leurs parents, l'histoire de leur espèce évolutive. Donc en fait, le comportement d'une plante à un moment donné, il est complexe, quoi, dans le temps, dans la population. Et finalement, pourquoi nous, on nous prête des caractères, enfin, on se prête volontiers des caractères humains, complexes, de culture, de choses, mais c'est peut-être un moyen un peu plus complexe de faire des choses très biologiques, de remplir des fonctions biologiques. Et du côté des plantes, on doit le démontrer parce qu'on a cette distance et parce qu'on a la démarche scientifique. Et je ne suis pas sûr que ce soit toujours aussi bien rigoureusement démontré pour les humains, et pourtant on les assume. En fait, on rentre dans une phase où on a besoin de mots nouveaux pour le décrire. Ça existe beaucoup dans les nouvelles philosophie de l'écologie, on n'a pas les mots adaptés encore, il faut en inventer. Et avant de redonner la parole à Almudena pour rentrer vraiment dans son processus artistique, dans ce qu'elle a et esthétique, elle a évoqué l'art de cette artiste japonaise, Yayoi Kusama, qui évoque la production artistique dans des états de conscience altérés. Et je voulais que tu nous en dises un mot, Michel, parce que ça voudrait dire aussi, ça voudrait nous pousser à la prise en compte de l'expression artistique qui n'est pas consciente d'elle-même, finalement. Est-ce qu'on peut rapprocher ça de ce que font les plantes, parce que ce sont des moments de création qui ne sont pas justement intentionnel, géré. Que dit l'histoire de la photographie de cette possibilité de création dans des états de conscience autres que... Oui, les états de conscience modifiés ont été toujours recherchés par les artistes dans tous les domaines. En photographie, c'est absolument vrai. Les surréalistes l'ont fait. Parmi nos contemporains, malheureusement maintenant disparus, mais Sigmar Polke est une icône dans ce domaine dans les années 70, où il pratique la photographie sous LSD. Et ça a toujours été une manière effectivement de libérer quelque chose qui n'était au-delà de l'intentionnalité. C'est un process. Qui est différent de l'art brut, où il y a pathologie. Par contre, il faut évoquer la notion d'art singulier, qui est encore très différente, qui est un art pratiqué en tant qu'art, mais qui ne recherche pas la reconnaissance sociale, qui est pour moi absolument central, et trop peu connu et trop peu étudié. Mais la question des mots artistiques, est-ce que c'est le bon mot? Intention artistique. Je crois que c'est pour moi une question d'esthétique. Laissons l'art comme fait social et la question esthétique. Et ce que déplace Almudena dans son travail, c'est vraiment fondamental. C'est comment penser notre relation à l'art sans des questions d'intention, de discours, d'orientation, qui nous permet du coup, en nous désanthropisant nous-mêmes, d'entendre et de voir les signes qui sont dans l'environnement. Mais bien sûr des signes de la nature. Alors il y a l'adresse, il y a l'utilité, il y a l'usage qu'on a avec des éléments de plantes, quand on plante médicinale, etc. On les reconnaît, on a une discussion, on a une information, on a un échange. Et puis aussi avec les machines. Je veux dire, l'être technique, depuis Simondon, et bien sûr repris par Latour et tant d'autres aujourd'hui, est essentiel. Et je pense qu'il y a des expériences très intéressantes de désanthropisation aujourd'hui où on crée des œuvres, des dispositifs de création, où on met la machine en direct avec la nature. C'est ce que fait Lia Giraud, par exemple, ou je citais Alice Palot tout à l'heure, qui a travaillé là, en Belgique avec tout un groupe autour des champignons, où on travaille des champignons en leur mettant des électrodes et en donnant à voir les réactions que les champignons ont dans leur environnement. Et elle nous expliquait que quand ils ont amené les champignons vivants dans le terrain d'exposition, c'est dire le musée, leur état de stress était ultra visible à travers toutes les images qui étaient produites par les électrodes. Donc le vivant, des fois,
parfois, il se manifeste juste quand on met un dispositif et un autre, et la nature en elle-même. Et puis, juste pour finir, et d'une manière un petit peu rigolote, par rapport à la problématique des termes qui nous manquent, ne nous a-t-on pas aussi végétalisé, nous les humains, quand on nous appelle vieille branche, belle plante, etc. C'est marrant parce que les mots du végétal permettent des fois de caractériser ce à quoi nous ressemblons. Oui, mais tout à fait. Et je parle souvent, mais tous les ans, je me retrouve face à ce constat, c'est-à-dire de trouver que les contacts qui se sont créés, les collaborations qui se sont créées entre les artistes et les scientifiques m'épatent par la profondeur des échanges, l'intensité des collaborations. Évidemment que Almudena s'intéressait déjà beaucoup au végétal, mais elle a, dans le lien avec Nicolas et avec son laboratoire, elle a découvert des propriétés des fleurs. Je parle de cette découverte que tu as faite, que les fleurs créent des patterns particuliers, des motifs, et que tu as découvert la présence de nanocristaux iridescents qui finalement ont guidé ton choix esthétique. Et il faut qu'on rentre là-dedans et que tu nous parles de ce que tu as voulu montrer dans ton installation. Ok, merci beaucoup. Même, dans l'installation, quand on rentre à gauche, il y a 3 plaques en verre produites pour l'Université de Cambridge. Ça, c'est 3 plaques dans lesquelles il y a une cellulose végétale avec des nanocristaux, que c'est des cristaux très petits, qui reflètent la lumière en différentes longueurs d'onde. Et voilà, c'est les plaques comme celles qu'on voit là. Non? Cette recherche, elle a été publiée très récemment, mai de cette année. Et en fait, ça parle de la coloration structurelle. Moi, en tant que photographe, la coloration structurelle me fascine parce que quand j'étais à l'école d'art, il y avait 2 types de couleurs, couleur lumière, couleur pigmento. Couleur cristaux n'existait pas. Et en fait, c'est fascinant parce que selon nous, on se positionne, on voit une longueur d'onde ou un autre. Après, l'université s'est mise à la rechercher avec beaucoup d'intérêt parce que, à différence de la matière pigmente, ça ne chauffe pas. Quand on sort dans la rue et on a quelque chose de noir comme ceci, dès qu'on reçoit la lumière, il y a une énergie qui s'accumule et ça chauffe la matière. Par contre, les cristaux reflètent toute la lumière et ça ne chauffe pas. Nous, dans notre ville, qui chauffe à cause du changement climatique et aussi parce que ça a été à la mode de faire des bâtiments entiers en verre. À Londres, il y en a beaucoup. On a intérêt à recouvrir ces bâtiments avec une cellulose iridescente qui reflète la lumière et rafraîchit les villes. Et du coup, dans l'installation, ce qu'on voit, c'est cette coloration structurelle recherchée par Cambridge. Et après, une entreprise commerciale a commencé à produire une cellulose végétale. Pour moi, c'était très important. On a discuté au séminaire avec Michel et Emilia. Pour moi, c'était très, très important qu'il n'y ait aucun plastique ou qu'il y a, que ce soit recyclé, mais en favorisant qu'il n'y a pas de plastique. Je trouve que produire de l'art qui parle de la production artistique chez les plantes et après que l'exposition a un impact environnemental énorme, ça aurait été un échec. Et du coup, j'ai beaucoup recherché comment je pouvais trouver une cellulose végétale qui montre les côtés iridescents des plantes, qui nous montre qu'en fait on comprend peu et qu'on est en train de à peine comprendre la coloration chez les plantes, mais en même temps que ça peut se composter, que ça n'a pas un impact environnemental énorme. Moi, je veux que the Museum of Plant Art, dans tous ces projets, c'est comme une plante vive et mûrisse, qui puisse se composter et qui se métamorphose. Un cycle parfait. Donc ça veut dire que les visiteurs, les spectateurs qui se rendent à la Chapelle des Cordeliers pour voir ton expo pénètrent s'immergent, puisque c'est une installation immersive, dans ces œuvres, mais peuvent avoir des perceptions différentes des couleurs selon comment ils se positionnent en deçà ou au-delà de ce voile de cellulose. Et cette perception variable est aussi celle qu'éprouvent les insectes pollinisateurs quand ils vont vers des fleurs, Nicolas ? C'est comme ça que ça se passe ? Qu'on imagine que ça se passe ?
Oui, alors bon, les insectes arrivent à distance, donc ils ont déjà toute la Le long d'une perspective, piste la distance. d'atterrissage, comme Et dit après, Almudena, qui a quand, été en dessinée par fonction les des fleurs. fleurs, mais enfin, si vous avez en tête une fleur par exemple, des orchidées qu'on a vues, ou même des fleurs de légumineuses, et vont avoir en bas des motifs particuliers, donc ils vont s'ouvrir même parfois chez certaines fleurs. Et donc c'est ce qu'on peut faire un parallèle avec la piste d'atterrissage. Donc il y a toute une évolution de la sensation de pollinisateur qui va arriver de loin, voir ça, voir les effluves, et ensuite pénétrer à l'intérieur et rentrer complètement dans une fleur quand elle est fermée. Donc là, on imagine bien que toute la perception de l'environnement est très intense et complètement modifiée. Et je pense que c'était des choses qui t'intéressaient, de modifier les différentes dimensions visuelles, olfactives, c'était compliqué, mais et aussi sonores. Oui, mais avec Mathieu Lheureux, Mathieu m'avait expliqué que les abeilles à 100 en différence de température de 0,25 degrés. Donc, c'est vraiment peu. Et du coup, les fleurs, ils ont intérêt à donner aux animaux qui reçoivent la température ambiante idéale. C'est cette coloration qui reflète la lumière. Elle n'est pas seulement très attirante, ça fait les air conditionners et les chauffages parfaits pour bien accueillir les visiteurs. Donc il y a une question là pour ton choix. Là, tu as photographié des fleurs en fait qui étaient dans le campus, je crois, du laboratoire de l'université, du laboratoire, je ne sais plus, mais en tout cas des fleurs que tu as découvertes sans aller trop loin. Et après, tu en as photographié aussi en labo, mais qui ne sont pas dans l'exposition, qui sont dans le coffret. Celles que tu as photographiées in situ, tu les as choisies parce que elles pouvaient représenter un exemple auquel tu tenais particulièrement? Oui, alors à l'INRAE, Olivier, une des premières choses qu'on a fait, c'est marquer les sorfiches sauvages. On ne les voit pas là maintenant, c'est la première C'est celle photo. qui fait l'affiche aussi de la résidence. Les sorfiches, qui s'appellent, c'est des orchidées sauvages qui arrivent à sortir un pétale qui est comme un abeille. C'est la première dans cette présentation, bon, c'est pas grave. Et quand même, c'est fascinant qu'un fleur arrive à produire un pétale qui a même des poils pour imiter une abeille, pour qu'il y ait un autre pollinisateur qui se passe. C'est une stratégie hyper complexe parce que ce n'est pas la partie frontale de l'abeille, que c'est celle qui se poserait sur la fleur, c'est la dos. Et du coup, on y pense, mais comment la fleur elle est arrivée à voir et représenter la dos de l'abeille? Et c'est bien évidemment parce qu'ils ont coévolué ensemble. Plantes et pollinisateurs ont coévolué ensemble pour se faciliter l'existence. Et ça m'intéresse de la perspective non anthropocéntrique, avoir une relation coopérative avec les autres, arriver à avoir une existence dans laquelle on n'a pas seulement une relation extractive, mais une relation mutuellement bénéficieuse dans laquelle on puisse continuer à exister ensemble. Alors, il n'y a pas de jugement ou de hiérarchie, mais est-ce qu'on connaît, Michel, c'est vraiment une question qui me vient comme ça, j'ai 40 000 pages de notes, j'en ai pas regardé une seule, mais est-ce qu'on a des exemples en photographie où on nous attire aussi fortement vers l'œuvre, simplement par des stimuli? Évidemment qu'il y en a, mais on a souvent envie ou besoin d'avoir un support intellectuel et conceptuel qui est presque, qui s'impose à nous avant qu'on aille face à l'œuvre. Et c'est vraiment une grande question dans l'art contemporain, beaucoup, hein, où l'appréciation de l'œuvre a besoin d'une forte médiation intellectuelle. Or là, on est face, en tout cas pour ce que les plantes produisent par rapport à leur audience, comme dit Almudena, d'une relation très directe, immédiate. Peut-être ce serait notre désir aussi à nous tous de vivre des expériences esthétiques de façon aussi libre. Je crois qu'en fait, c'est la grande force et peut-être la grande faiblesse de la photographie classique.
La grande force, parce que c'est un art démocratique qui, à la différence, on va dire, du rapport à une histoire de la peinture, de la sculpture ou d'autres, qui nécessite une certaine éducation, des codes iconographiques. Très souvent, face à la photographie en général, je dis, on reconnaît les choses et on peut identifier, non pas un personnage, mais une scène, etc. Donc la photographie, c'est peut-être la forme de création qui, dans l'ère moderne, envoie des signes les plus évidents. Mais le problème, c'est que c'est une fausse évidence, que c'est une évidence construite d'abord parce que la machine regarde et non pas l'homme, et que ces constructions sont habitées par plein d'éléments, d'éléments culturels, de signes qui ne sont pas nécessairement dits, tous les sémiologues de l'image l'ont raconté. Mais néanmoins, pour répondre à ta question, et sans vouloir galvauder le contenu, il y a quand même des stimuli qui sont permanents avec la photographie, qui peuvent être iconographiques. Qu'est-ce qui attire l'œil? Effectivement, les publicistes travaillent là-dessus. Alors ça peut être les codes de l'érotisation des corps, par exemple, qui est un des plus évidents. Le jeu avec les couleurs qui peuvent être attirantes de loin ou dans un certain contexte. Donc c'est une machine à signaux. Mais le travail, je dirais, conceptuel, comme tu dis, avant, je crois qu'on a, d'une certaine manière, avec le médium photographique, une certaine chance que c'est pas quelque chose de trop opaque. Alors après, et je termine, ce que je trouve absolument fascinant quand on commence à regarder un petit peu plus longtemps une épreuve photographique, c'est de voir qu'elle a un corps, qu'elle a une substance, alors du papier ou autre support, des pigmentations, des émulsions, voire des interventions qui vont au-delà de la photographie classique. Et c'est toujours un peu le problème de l'éducation de l'œil, mais il y a quelque chose d'absolument fascinant, presque d'haptique, comme on dit, de toucher avec les yeux quand on a envie de savourer une représentation par ses pigments, etc. Et c'est là où nous devenons les abeilles de la photographie. Alors, avant de donner la parole à la salle, parce que j'aimerais vraiment beaucoup que les personnes qui le souhaitent puissent poser des questions aux trois intervenants de la table ronde, je voudrais juste faire une petite une appréciation sur le travail global que fait Almudena, parce que je l'estime extrêmement important pour nous aujourd'hui. C'est cette idée d'ouverture, c'est cette idée de casser des barrières. Des barrières de genre, des barrières de pensée, c'est porter l'attention vers l'autre sous toutes ses formes. Je trouve cela crucial à l'époque où nous vivons, et que les artistes portent ce désir-là est à mes yeux voilà, primordial, très cher. Donc voilà, maintenant, vraiment avec plaisir, s'il y a des questions, la parole est à vous. Bonjour, merci pour cette super table ronde passionnante. Moi, j'ai une question pour les scientifiques. En fait, est-ce que vous avez pu mettre en évidence que les insectes auraient des plaisirs esthétiques? Enfin, je mets des guillemets, parce que le travail, là, on a une espèce d'évidence que c'est pour la pollinisation, qu'il y a cette coévolution entre la fleur et certains insectes. Mais est-ce que vous, des fois, vous voyez des comportements qui pourraient vous montrer qu'en fait, un insecte va plutôt aller vers une plante parce qu'elle lui plaît, mais c'est pas forcément vers celle-là qu'il faudrait aller pour polliniser? Oui, alors je vais essayer de répondre. Alors c'est comme je suis pas biologiste des insectes, mais après tous les échanges qu'on a eus, notamment avec Mathieu Lioro, il a appris beaucoup de choses d'Almudena, voilà, en fait. Ouais. Non, mais on a appris beaucoup de choses ensemble, grâce à toutes les conversations et les portes que tu as ouvertes. Donc, ce qui a été démontré, c'est que les insectes, et notamment là, les abeilles mellifères, peuvent aimer jouer et avoir des comportements qui sont purement gratuits de jeu. Donc là, on pense que ça va du coup déclencher des mécanismes hormonaux de récompense, etc. Et donc, bon, c'était pas lié à une image dans le cas de l'expérience. Mais voilà, je pense que c'est une association entre une récompense d'abord et un comportement. Et ensuite, quand on enlève la récompense, les abeilles continuent à avoir ce comportement de jeu.
Parce que ça déclenche en interne des phénomènes de récompense hormonale et des voies de récompense au niveau neurobiologique, à peu près, c'est ce que j'ai compris. Et donc on peut imaginer que si on associait des images à des récompenses et qu'après elles puissent aller voir des images, ça peut s'imaginer, mais je ne pense pas que ce soit démontré. Non, mais même sans la récompense, ils ont mis à jouer au foot à un moment donné à Queen Mary University. Oui, parce qu'ils ont voulu savoir, ils ont mis des petits ballons pour jouer et ils ont vu qu'ils jouaient par le plaisir et après, à la fin, ils ont voulu que les ballons soient dans une petite porterie. Je ne sais pas, dans une petite caisse, comme si c'était le football. Et là, il y avait une récompense, mais comme dans le football à nous, il y a une récompense si tu mets un goal. Et en fait, ils se sont mis à jouer. Donc, il y a des choses qui font pour le plaisir et après pour l'ambition, je suppose. Mais oui, mais en fait, ça, c'est l'éternelle question. On pense que nous sommes les seuls animaux à penser que dans la vie, il faut prendre du plaisir. J'en parle parce qu'à Science et Avenir, c'est quelque chose qu'on a beaucoup traité. Le plaisir sexuel, le plaisir du jeu, le plaisir parfois de se moquer de ses proches. On oublie que ce que nous vivons en tant qu'animaux que nous sommes déjà, on oublie que nous sommes des animaux et que nos comportements sont restés pour certains stades très proches de nos ancêtres lointains, quoi, animaux, autres animaux. Juste, je vous encourage vraiment à aller voir l'installation d'Almudena et à expérimenter cette vision changeante qu'avec des amis et des consoeurs on a pu constater hier. Ça change par rapport à la lumière naturelle qui rentre dans la chapelle, ça change par rapport à la lumière artificielle et par rapport bien sûr au fait que vous soyez derrière les écrans de cellulose ou dans le couloir face aux œuvres. Donc faites-le. Merci beaucoup à mes intervenants qui m'ont encore une fois beaucoup appris. Et puis merci à vous tous et toutes.